Bonsoir, et bienvenue chez nous. Ce soir, laissez le monde derrière vous, et entrez dans l'univers des légendes anciennes. Allongez-vous confortablement, fermez les yeux si vous le souhaitez. Respirez profondément, et laissez votre esprit dériver doucement. Nous allons voyager ensemble dans le monde d'Hercule, ce héros légendaire aux exploits extraordinaires. Ce soir, il doit relever un défi inattendu, nettoyer les écuries les plus sales de toute la Grèce. Un lieu que même les plus braves évitent, un royaume où la saleté règne depuis des décennies. Mais Hercule n'est pas un homme comme les autres. Installez-vous, détendez-vous, et laissez l'histoire vous emporter. Hercule se tenait de nouveau devant le trône d'Eurysthée, son regard impassible fixé sur le roi, qui, malgré l'éclat doré de sa couronne, ne pouvait masquer une lueur de satisfaction cruelle. Après l'épreuve du sanglier d'Érymanthos, le roi aurait pu lui accorder un répit, mais il n'en était rien. Hercule le savait, tant qu'il respirerait, Eurysthée chercherait à l'humilier. Le roi se pencha en avant, croisant les doigts sous son menton. « Hercule, tu t'es montré digne en capturant la bête d'Arcadie, mais ta force seule ne suffira pas pour ta prochaine tâche. » Un rictus amusé se dessina sur ses lèvres. « Je t'ordonne de nettoyer, en une seule journée, les écuries du roi Augias. » Un silence s'abattit dans la salle du trône. Quelques courtisans échangèrent des regards surpris. Ce n'était pas un combat contre une bête féroce, ni une traque mortelle à travers les montagnes. C'était du travail de serviteur. Mais ceux qui connaissaient l'état des écuries d'Augias savaient que ce défi n'avait rien d'ordinaire. Hercule haussa un sourcil. Nettoyer des écuries? Voilà donc où en est rendue ta gloire, Eurysthée, déclara-t-il d'un ton tranchant. Le roi serra les poings. Il savait qu'Hercule ne s'attendait pas à une tâche aussi humiliante. Ce n'est pas n'importe quelles écuries, fils de Zeus, poursuivit-il, savourant le moment. Les écuries du roi Augias abritent des milliers de bêtes, et elles n'ont pas été nettoyées depuis des décennies. Un murmure parcourut l'assemblée. Certains riaient déjà à l'idée de voir le grand Hercule patauger dans la fange, contraint d'accomplir une besogne qu'aucun simple mortel ne voudrait entreprendre. Mais Hercule ne répondit pas immédiatement. Il posa une main sur sa massue et fixa Eurysthée droit dans les yeux. Puis, un sourire amusé apparut sur son visage. Un simple mortel ne pourrait jamais y parvenir. Mais moi, je ne suis pas un simple mortel. Sans attendre davantage, il tourna les talons et quitta la salle du trône sous les regards médusés. Eurysthée, quant à lui, se rassit lentement sur son trône, son sourire s'effaçant légèrement. Car il le savait. Si quelqu'un pouvait accomplir l'impossible, c'était bien Hercule. Hercule arriva dans le royaume d'Élide, une terre prospère où les collines verdoyantes et les vastes plaines semblaient bénies par les dieux. Pourtant, l'air était lourd, imprégné d'une odeur fétide qui contrastait avec la beauté du paysage. À mesure qu'il avançait, la puanteur s'intensifiait, et les chemins autrefois pavés de pierre étaient désormais engloutis sous des couches de boue et d'immondices. Hercule n'eut pas besoin qu'on lui indique le chemin des écuries. Il les sentait déjà. Lorsqu'il atteignit enfin le domaine d'Augias, il découvrit un véritable marécage pestilentiel. Les écuries, colossales, s'étendaient à perte de vue, des constructions de bois et de pierre autrefois majestueuses, mais aujourd'hui dévorées par le temps et la négligence. Les cris des animaux résonnaient dans l'air chargé d'ammoniac, des milliers de bœufs, chevaux et moutons entassés dans des enclos noyés sous des montagnes de fange accumulées depuis des décennies. Les mouches noircissaient le ciel. La boue, mêlée aux excréments, formait une mer putride, rendant le sol impraticable. À chaque pas, Hercule sentait la matière visqueuse s'infiltrer entre ses sandales. Mais plus que l'odeur et la saleté, c'était l'ampleur du désastre qui frappait le héros. Aucun homme, même avec 10 vies, ne pourrait nettoyer cela en un jour. Et c'était là tout l'enjeu de l'épreuve. Au sommet d'un escalier en marbre menant à son palais, Augias les attendait. Vêtu d'une tunique richement brodée,
ses doigts ornés de bagues d'or, le roi des Lydes affichait un sourire narquois, sirotant un vin parfumé alors qu'Hercule traversait les immondices. Autour de lui, ses courtisans ricanaient, tous persuadés que le héros finirait par s'enfuir, incapable d'accomplir son devoir. Augias descendit lentement, posant un regard moqueur sur Hercule. Alors, voici le célèbre fils de Zeus, envoyé pour récurer mes écuries comme un vulgaire palefrenier. Les rires éclatèrent. Hercule resta impassible. Il avait vu bien pire que des moqueries. Augias reprit, savourant chaque mot. Eurysthée t'a donc confié cette mission. Sache que même mes propres serviteurs refusent d'y toucher, et je ne peux leur en vouloir. Il fit un large geste vers l'étendue pestilentielle. Regarde bien, Hercule. Ce n'est pas une écurie, c'est un royaume de fange. Un empire que personne ne pourra jamais nettoyer. Puis, plissant les yeux, il ajouta avec un sourire venimeux. Mais je suis un homme généreux. Si tu réussis, je t'offrirai le 10e de mon bétail. Hercule, toujours silencieux, observa Augias avec attention. Il voyait l'arrogance et la ruse dans ses yeux, mais il voyait aussi autre chose. De la peur. Car au fond de lui, Augias savait que ce héros était capable de l'impossible. Hercule tourna lentement la tête, observant les écuries, les murs recouverts de crasse, le sol submergé sous des torrents d'immondices. Nettoyer cela en un seul jour? Impossible pour un homme. Mais il n'était pas un homme ordinaire. Et il n'avait jamais dit qu'il ferait cela seul. Un sourire discret se dessina sur ses lèvres. Puis il planta son regard dans celui d'Augias et déclara simplement. Prépare tes récompenses, roi des Lydes. Demain, ces écuries seront aussi propres que ton palais. Puis, sans attendre la réponse du souverain, il se détourna. Il savait déjà comment il allait accomplir son exploit. Hercule resta un moment immobile, les bras croisés, fixant Augias sans ciller. Autour d'eux, les rires des courtisans s'étaient calmés, remplacés par une tension palpable. Il savait que le roi aimait jouer avec les mots, qu'il aimait défier les hommes et les ridiculiser. Mais Hercule, lui, ne jouait pas. Lentement, il déclara. Je propose un marché. Augias arqua un sourcil, feignant l'amusement, mais une lueur d'intérêt traversa son regard. Un marché, dis-tu, répéta-t-il d'un ton mielleux. Hercule hocha la tête et fit un pas en avant. Si je parviens à nettoyer tes écuries en une seule journée, tu me donneras une partie de ton bétail en récompense. Un silence s'abattit sur la cour. Puis, brusquement, Augias éclata de rire. Les courtisans suivirent son éclat de rire, bien que certains semblaient perplexes. Ils savaient que ce défi était impossible, mais ils savaient aussi qu'Hercule n'était pas un homme ordinaire. Le roi se passa une main sur la barbe, amusé. « Tu es vraiment plus stupide que je ne le croyais », s'exclama-t-il en balayant l'air de la main. « Même si je faisais travailler tous mes esclaves pendant 1 an, il n'y arriverait pas, et toi, tu prétends le faire en une journée. » Il s'approcha d'Hercule, baissant la voix, sa malice perçant à travers son sourire. « Fort bien, fils de Zeus. Si tu réussis cet exploit, je te donnerai un 10e de mon bétail. » Puis il se tourna vers ses hommes. « Que tous ici en soient témoins. » Parmi les spectateurs, un homme s'avança. Il était plus jeune qu'Augias, le regard droit et noble, vêtu d'une tunique simple mais élégante. C'était Philée, le fils du roi. Contrairement aux autres, il ne riait pas. Il fixa son père, puis se tourna vers Hercule. « Ce marché est-il scellé par serment ?» demanda-t-il d'un ton sérieux. Augias haussa les épaules, toujours amusé. « Scellé, gravé dans la pierre, si cela peut vous rassurer, mon fils, déclara-t-il, moqueur. » Philée hocha lentement la tête, puis se tourna vers Hercule. « Que les dieux en soient témoins. Si mon père se parjure, il en subira les conséquences. » Un frisson parcourut certains courtisans.
Hercule lui adressa un regard appuyé. Il voyait en lui une lueur d'honnêteté, une noblesse que son père semblait avoir perdue depuis longtemps. Le marché était scellé. Et Hercule, lui, savait déjà comment il allait gagner. Le soleil d'Élide s'élevait dans le ciel, jetant sa lumière dorée sur les terres souillées du royaume d'Augias. Debout face aux écuries pestilentielles, Hercule observait l'étendue du défi qui lui avait été lancé. Les dizaines d'années de négligence avaient transformé cet endroit en un marécage fétide, un labyrinthe d'immondices où ni l'homme ni l'animal ne pouvaient marcher sans s'enfoncer dans la crasse. Nettoyer cela à la main? Impensable. Même avec une armée d'hommes, le travail aurait pris des mois, voire des années. Mais Hercule n'était pas venu frotter les pierres avec une brosse. Il posa un genou à terre et plongea une main dans la fange, la laissant s'échapper entre ses doigts. Puis, il redressa la tête, regardant au loin, vers les collines. Là où coulaient deux puissantes rivières. Hercule ferma les yeux un instant. Il repensa aux paroles de l'oracle, aux épreuves précédentes où la force brute seule ne lui avait pas suffi. Puis, il sourit. Il savait comment accomplir ce défi en une journée seulement. Il n'avait pas besoin de travailler contre la nature, mais avec elle. L'eau? C'était l'eau qui serait son allié. Deux rivières coulaient à proximité du palais d'Augias, l'Alphée et le Péné, des fleuves puissants qui traversaient les vallées, leurs flots rugissant à travers les plaines d'Élide. Que se passerait-il si ces rivières étaient redirigées? Si elles venaient frapper de plein fouet les écuries, balayant en quelques heures ce que personne ne pouvait nettoyer en plusieurs années? Hercule avait trouvé sa solution. Il n'y avait pas une seconde à perdre. Sans attendre, il quitta les écuries et se dirigea vers les rivières, parcourant à grandes enjambées les sentiers rocailleux et escarpés des collines avoisinantes. Là, il observa le cours tumultueux de l'Alphée et du Péné. Leur puissance était inégalée. Et sous ses mains, elles allaient devenir des armes. Saisissant un énorme rocher, il le souleva sans effort et le lança dans l'un des cours d'eau, l'écrasant dans un fracas assourdissant. Puis un autre. Et encore un autre. À main nue, il arracha des troncs d'arbres, dévia des rochers, creusa des canaux avec la force d'un titan. Le sol trembla sous l'impact des pierres déplacées, et lentement, le flot des rivières commença à changer de direction. Des paysans, voyant ce que faisait le héros, s'arrêtèrent, médusés. « Il est en train de détourner les fleuves », s'écria l'un d'eux. D'autres vinrent observer, incapables de croire à ce qu'ils voyaient. En quelques heures, les cours d'eau rugissants commencèrent à se frayer un chemin vers les écuries d'Augias. Les premiers filets d'eau s'infiltrèrent dans la fange. Puis, en un instant, les rivières se déchaînèrent. D'un seul coup, un mur d'eau jaillit dans l'enceinte des écuries, emportant tout sur son passage. La boue, les excréments accumulés, les débris, tout fut balayé comme par la colère d'un dieu. Les flots tourbillonnèrent, nettoyant chaque recoin, chaque pierre, chaque poutre. Ce qui semblait un enfer de fange devint soudain une terre lavée par la puissance des éléments. Les spectateurs étaient tétanisés. Hercule, les bras croisés, observa l'œuvre de son intelligence avec satisfaction. Il avait accompli l'impossible. En quelques heures, les écuries étaient plus propres que jamais. Lorsque le dernier courant s'apaisa, ne laissant derrière lui qu'un sol purifié et des bâtiments intacts, un silence pesant s'abattit sur l'Élide. Puis, des cris émergèrent. D'étonnement. D'admiration. D'effroi. Car nul n'avait jamais vu une telle chose. Et tandis que la nouvelle se répandait dans tout le royaume, Hercule savait que son véritable combat n'était pas terminé. Il lui restait encore à affronter la fierté et la ruse d'Augias. Les flots de l'Alphée et du Péné s'étaient déjà engouffrés dans les écuries, balayant la fange accumulée depuis des décennies. Hercule observait son œuvre, satisfait. Là où autrefois régnait la puanteur et la corruption, il ne restait plus que la pierre nettoyée par la force des eaux.
Mais à peine avait-il commencé à détourner le courant pour remettre les rivières sur leur cours initial que le ciel s'assombrit brusquement. Un frisson étrange parcourut l'air, et le vent, jusqu'alors paisible, se leva en une bourrasque soudaine. Hercule se figea. Quelque chose n'allait pas. Le premier grondement ne vint pas du ciel, mais des profondeurs de la terre. Sous ses pieds, le sol vibra. Puis, l'eau changea de couleur. Les flots limpides et argentés de l'Alphée et du Péné se troublèrent soudainement, devenant sombres comme une mer en furie. Alors, il entendit une voix, puissante comme la tempête, résonner à travers les montagnes. « Mortel insolent! Tu oses jouer avec les eaux qui appartiennent aux dieux. » Les vagues s'élevèrent comme des murs vivants, et dans l'écume, Hercule vit les yeux flamboyants de Poséidon, seigneur des océans et maître des rivières. Le dieu de la mer, furieux qu'un simple mortel ose modifier le cours de ses eaux, déchaîna sa vengeance. D'immenses tourbillons apparurent, déchirant le lit des rivières, aspirant la terre et les pierres dans un chaos aquatique incontrôlable. Les eaux, qui jusqu'alors suivaient le plan d'Hercule, commencèrent à se retourner contre lui. Les vagues envahirent la vallée, menaçant de submerger non seulement les écuries, mais aussi tout le palais d'Augias. Si Hercule ne réagissait pas immédiatement, l'élite serait inondée. Hercule serra les poings. Il savait que se battre contre un dieu était une folie. Mais il savait aussi que les dieux eux-mêmes ne pouvaient aller contre leur propre nature. Si Poséidon était furieux, c'était parce que les eaux lui appartenaient. Alors, il fallait les lui rendre. D'un bond, Hercule escalada un promontoire rocheux qui surplombait la rivière. Là, il observa les mouvements des eaux en furie, cherchant comment briser le chaos et rétablir l'équilibre. Puis, il comprit. Les tourbillons étaient puissants, mais désordonnés. Si l'eau trouvait un chemin naturel pour s'écouler, Poséidon ne pourrait pas la retenir. Hercule bondit au sol et, de toute sa force, il arracha un énorme rocher du flanc de la colline. Avec une précision divine, il le laissa tomber au bon endroit, bloquant un des tourbillons et forçant l'eau à se diriger vers un autre passage. Puis, il enchaîna. Roche après roche, il construisit des digues naturelles, canalisant les flots au lieu de lutter contre eux. L'eau, au lieu de se disperser en chaos, trouva alors une nouvelle route, coulant avec force mais en suivant désormais un seul et même chemin. Petit à petit, les vagues perdirent de leur puissance. Les tourbillons, privés de leur instabilité, se dissipèrent lentement. Hercule jeta un dernier regard aux rivières. Les dieux ne peuvent pas aller contre la nature, ils en sont les maîtres. Et il venait de redonner aux eaux leur équilibre naturel. Une dernière vague s'écrasa contre les rochers, et puis le silence. Poséidon, réalisant qu'Hercule n'avait pas cherché à dompter ses eaux, mais plutôt à les guider intelligemment, retira sa fureur. L'eau redevint claire. Les rivières coulèrent paisiblement, retrouvant leur cours, et les écuries d'Augias étaient propres. Hercule, le souffle court, observa le ciel se dégager, laissant place à un soleil radieux. Il avait vaincu non pas par la force brute, mais par la ruse et la connaissance des éléments. Mais il savait que d'autres obstacles l'attendaient encore. Augias allait-il tenir sa parole? Le soleil d'élite brillait de mille feux, inondant la vallée d'une lumière éclatante. Mais au palais d'Augias, l'ambiance était glaciale. Autour des écuries désormais immaculées, une foule s'était rassemblée, attirée par l'exploit d'Hercule. Là où régnait jadis puanteur et désolation, il ne restait plus que des sols lavés, des pierres resplendissantes sous le soleil et un air enfin purifié. Les serviteurs du roi, stupéfaits, n'osaient plus marcher, tant le contraste avec la veille était frappant. Tout le royaume parlait déjà de l'exploit légendaire accompli en une seule journée. Mais celui qui ne partageait pas l'enthousiasme général, c'était Augias lui-même. Lorsque le souverain d'Élide arriva enfin sur les lieux, son visage devint livide. Il resta immobile devant ce qu'il voyait, les lèvres tremblantes, ses doigts crispés sur sa tunique ornée d'or. Comment était-ce possible?
Comment Hercule avait-il osé réussir? Il ouvrit la bouche, hésita, puis se tourna violemment vers le héros, le regard brûlant de colère. Quelle sorcellerie as-tu utilisée, fils de Zeus, siffla-t-il, sa voix trahissant un mélange de rage et de panique. Hercule, lui, resta impassible. Ce n'est pas de la sorcellerie, Augias. C'est de l'ingéniosité. Mais ces mots ne firent qu'attiser la fureur du roi. Il fit un pas en avant, les poings serrés, et déclara d'un ton venimeux. Cet accord n'a jamais existé. Un murmure parcourut l'assemblée. Les témoins de la veille se regardèrent, interdits. Augias osait-il vraiment renier sa propre parole? Jamais je n'ai promis mon bétail à un homme qui triche. Hercule fronça les sourcils. Tricher, répéta-t-il d'un ton glacial. Augias pointa un doigt accusateur vers lui. Tu n'as pas nettoyé mes écuries de tes mains. Tu as détourné des rivières. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. La foule retint son souffle. Tous savaient que c'était un mensonge évident. Un témoin s'avança alors, le visage grave, Philée, le fils du roi. Le jeune prince, qui avait assisté à l'accord, ne put cacher son mépris face à la mauvaise foi de son père. Il s'adressa à lui d'un ton ferme. Père, tous ici ont entendu ta promesse. Tu t'es engagé devant ton peuple et devant les dieux. Augias se tourna vers son fils, les yeux flamboyants de colère. Tu oses me contredire, gronda-t-il. Philée ne baissa pas les yeux. Je ne fais que dire la vérité. Un roi qui renie sa parole perd l'honneur de son trône. Les murmures s'intensifièrent parmi la foule. Le peuple d'Élide n'aimait peut-être pas Hercule, mais il respectait la justice. Et tous savaient qu'Augias mentait. Hercule, jusqu'ici silencieux, fit un pas en avant, son ombre imposante s'étendant sur les dalles du palais. Son regard se planta dans celui d'Augias, et d'une voix résonnant comme un coup de tonnerre, il déclara. Roi d'Élide, tu as fait un serment devant les dieux et devant ton peuple. Si tu oses le briser, que les immortels eux-mêmes soient témoins de ta lâcheté. Augias ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. La foule, suspendue à chaque mot du héros, attendait la réponse du roi. Mais plutôt que de répondre, Augias fit volte-face et s'éloigna à grands pas, furieux. Hercule savait ce que cela signifiait. Augias ne tiendrait pas sa parole. Mais le fils de Zeus n'était pas homme à accepter l'injustice. Il se tourna vers Philée, qui baissa la tête, honteux du comportement de son père. Je crains que ton père ne soit pas un homme d'honneur. Philée serra les poings. Et moi, je crains que cette trahison ne lui attire la colère des dieux. Hercule savait que son combat avec Augias ne s'arrêtait pas là. Il avait accompli l'impossible, mais sa victoire lui était volée par la ruse d'un roi indigne. Cependant, il n'en avait pas encore fini avec lui. Augias regretterait sa trahison, et les dieux eux-mêmes en seraient témoins. Le grand hall du palais d'Augias était bondé. L'odeur d'encens se mêlait aux murmures du peuple, qui s'était rassemblé pour assister à un événement d'une importance capitale, le procès d'Hercule. À l'avant, assis sur son trône d'ivoire, Augias affichait un air faussement sévère, masquant son arrogance et sa peur derrière une façade de justice. À ses côtés, ses conseillers et ses guerriers formaient un mur de soutien destiné à intimider tous ceux qui oseraient contester son autorité. Mais au centre de l'assemblée, debout, les bras croisés, impassible comme un roc, se tenait Hercule. Augias leva la main, imposant le silence dans la salle. Habitants d'Élide, commença-t-il, sa voix résonnant sous les colonnes du palais, je vous ai convoqué ici pour une affaire de trahison et d'usurpation. Les murmures se firent plus intenses. Ce soi-disant héros prétend avoir rempli une tâche impossible et exige sa récompense. Mais qu'a-t-il fait? A-t-il travaillé de ses propres mains? A-t-il fait preuve d'un véritable labeur? Non. Il a utilisé une ruse, détournant les fleuves sacrés pour inonder mes terres. Quelques partisans du roi acquiescèrent, murmurant entre eux.
Ogias poursuivit, levant un doigt accusateur vers Hercule. Je vous le dis, il n'a pas respecté les termes de l'accord, et pour cela, je refuse de lui céder quoi que ce soit. Puis, dans un sourire narquois. Que ce tribunal décide de son sort. Tous les regards se tournèrent vers Hercule. Il ne broncha pas. Il n'avait pas besoin de crier pour imposer sa présence. Lorsqu'il parla, sa voix était calme mais aussi lourde que le tonnerre. Tu es un lâche, Ogias. Un frisson parcourut l'assemblée. Jamais un homme n'avait osé parler ainsi au roi. Mais Hercule continua, imperturbable. Tu m'as donné ta parole. Tu as fait un serment devant ton peuple et devant les dieux. J'ai accompli l'épreuve en un jour, comme convenu. Ce n'est pas ma faute si ton esprit borné n'a pas su comprendre que la force brute n'est pas la seule arme d'un homme. Les murmures redoublèrent, certains approuvant, d'autres hésitant. Ogias, piqué au vif, frappa l'accoudoir de son trône. Tu n'as pas respecté l'accord. Si je ne l'ai pas respecté, alors que chacun ici me le dise, tonna Hercule en balayant la salle du regard. Un silence gêné s'installa. Puis, une voix s'éleva. Philé, le fils du roi, se leva. Sa silhouette élancée, drapée dans une tunique sobre, contrastait avec la richesse ostentatoire de son père. Père, ne mens pas à ton peuple. Nous étions nombreux à t'entendre sceller ce pacte. Moi-même, j'en ai été témoin. Tous les regards convergèrent vers lui. Ogias le foudroya du regard. Philé, tais-toi. Mais le jeune prince ne flancha pas. Non, père. Trop longtemps nous avons laissé ton orgueil salir le nom de notre famille. L'assemblée retenait son souffle. Hercule a rempli sa tâche. Il a utilisé son intelligence au lieu de sa seule force. Il a respecté les termes de l'accord, et toi, tu renies ta parole. Ogias serra les poings, mais un murmure grondant commençait à se propager dans la foule. Certains conseillers du roi fronçaient les sourcils, réalisant que Philé disait vrai. Ogias savait qu'il était piégé. Si le peuple se retournait contre lui, son règne était en danger. Mais il ne pouvait pas non plus céder devant Hercule. Alors, il tenta une dernière manœuvre. Ce n'est pas à moi de trancher, mais au peuple d'Élide, déclara-t-il en levant les bras. Qui ici pense qu'Hercule a accompli son exploit honorablement? Un silence. Puis une première main se leva. Puis une autre. Puis encore une autre. En quelques instants, plus de la moitié des personnes présentes levaient la main. Hercule avait gagné le cœur du peuple. Ogias vit son autorité vaciller sous ses yeux. Son propre fils, son peuple, il se retournait contre lui. Mais il n'avait pas dit son dernier mot. Le regard noir, il se redressa et déclara d'un ton tranchant. Alors voici ma décision. Il laissa planer un silence. Puis, Hercule est banni de mon royaume. Un choc traversa l'assemblée. Philé blêmit. Hercule, lui, ne fut pas surpris. Il savait qu'Ogias ne tiendrait jamais parole. Sans un mot, Hercule tourna les talons et marcha lentement vers la sortie. Les portes massives du palais s'ouvrirent devant lui. Au dernier moment, il s'arrêta et tourna légèrement la tête vers Ogias. Puis, il sourit. Un sourire qui n'était ni de colère ni de défaite. Mais un sourire qui disait que leur histoire ne s'arrêtait pas là. Hercule savait que la justice des dieux finirait par rattraper Ogias. Et lui, il avait d'autres épreuves à accomplir. Le palais d'Élide était plongé dans un silence pesant. L'assemblée, encore sous le choc du jugement d'Ogias, observait avec inquiétude le roi, dont le visage était déformé par la colère. Mais ce n'était pas contre Hercule que sa rage était dirigée cette fois-ci. C'était contre son propre fils. Ogias se leva brusquement, sa tunique dorée flottant autour de lui comme les plumes d'un rapace prêt à fondre sur sa proie.
Il planta son regard furieux sur Philée. « Tu m'as humilié devant mon peuple. » Sa voix résonna sous les voûtes du palais, lourde d'une menace à peine voilée. Philée, malgré la tension palpable, ne baissa ni les yeux ni la tête. Il avait pris position et il ne comptait pas reculer. « Non, père. » Sa voix était calme, mais ferme. « C'est toi qui t'es humilié en reniant ta parole. » Les murmures s'intensifièrent dans l'assemblée. Certains nobles échangeaient des regards incertains. Personne n'osait prendre parti entre le roi et son fils. Mais tous sentaient que ce moment allait sceller le destin de Philée. Ogias serra les poings. Jamais un de ses propres enfants n'avait osé le défier de la sorte. Sa voix claqua comme un coup de fouet. « Tu n'es plus mon fils. » Un frisson parcourut la salle. Philée ne sia pas, mais dans son regard, une ombre passa. Ogias poursuivit d'un ton tranchant. « Tu es banni du royaume d'Élide. Que jamais plus ton ombre ne souille ces terres. » Les chuchotements s'élevèrent plus fort cette fois. Un fils de roi, banni? Les traditions exigeaient que seul un crime impardonnable soit puni par l'exil. Mais quel était le crime de Philée? Dire la vérité? Défendre la justice? Pendant toute la scène, Hercule était resté silencieux. Mais en entendant ces mots, ses yeux s'assombrirent. Il savait ce que c'était que d'être victime de la jalousie et de la peur d'un roi indigne. Il aurait pu briser Ogias là, sur place. L'écraser comme il l'avait fait avec tant de monstres. Mais ce n'était pas son rôle. Son véritable combat n'était pas de se venger, mais de prouver que la force et la ruse l'emportaient toujours sur la trahison et l'injustice. Alors, sans un mot, il tourna les talons. Avant de quitter la salle, il s'arrêta devant Philée. Le jeune homme le fixa, cherchant dans son regard une réponse, une direction, peut-être un espoir. Hercule posa une main lourde sur son épaule. Un homme d'honneur est parfois condamné à marcher seul. Philée acquiesça lentement. Il ne dit rien. Mais il savait que son destin ne s'arrêterait pas ici. Alors qu'Hercule et Philée traversaient les grandes portes du palais, le peuple les regardait partir, partagé entre admiration et crainte. Le roi Ogias, lui, était resté figé sur son trône, le regard noir, convaincu d'avoir gagné. Mais Hercule savait une chose. Les dieux ne ferment jamais les yeux sur l'injustice. Et un jour, Ogias paierait le prix de son arrogance. Le vent soufflait fort sur les plaines d'Élide alors qu'Hercule s'éloignait du palais d'Ogias, le cœur rempli d'une colère sourde. Il avait accompli l'impossible, prouvé son intelligence et sa force, et pourtant, il quittait le royaume sans sa récompense et sans justice. Mais son épreuve n'était pas encore terminée. Alors qu'il avançait sur un sentier rocheux, un éclair déchira soudain le ciel, illuminant la vallée d'un éclat surnaturel. Un grondement de tonnerre retentit. Les nuages s'amoncelèrent, lourds et sombres. Hercule s'arrêta net. Il savait ce que cela signifiait. Dans un fracas divin, une colonne de lumière dorée s'abattit sur le sommet d'une colline voisine. Hercule leva les yeux et vit une silhouette imposante se dessiner dans la lumière. Zeus, le roi des dieux, drapé dans une toge blanche irisée de foudre, son sceptre divin à la main, le regardait avec une intensité insondable. Sa voix résonna comme un orage. Fils de Zeus, ton esprit et ta force t'ont permis de réussir là où aucun homme n'aurait même osé essayer. Mais ton exploit a troublé l'équilibre des dieux. Hercule ne répondit pas. Il savait de quoi son père parlait. Poséidon n'avait pas pardonné qu'on détourne ses eaux. Zeus continua. Tu as défié la nature sacrée des fleuves, manipulé des éléments qui ne t'appartenaient pas. Poséidon est furieux que ces rivières aient servi à laver la fange d'un simple mortel. Hercule serra les mâchoires. Il savait que les dieux étaient imprévisibles, qu'ils punissaient parfois les hommes même lorsqu'ils réussissaient. Il avait suivi son instinct, il avait fait ce qui lui semblait juste.
Mais il était clair que les dieux ne voyaient pas les choses de la même manière. Le regard de Zeus s'assombrit légèrement. Pour cette raison, ton exploit ne sera pas compté parmi tes travaux. Le ciel gronda à ces mots. Hercule sursaute légèrement. Non compté? Il avait risqué sa vie, combattu contre un roi corrompu, affronté la colère d'un dieu. Et maintenant, on lui disait que cela ne comptait même pas. Mais Zeus n'avait pas terminé. Cette épreuve n'est plus qu'un acte de ton propre honneur, une victoire qui ne sera écrite dans aucun registre. Les poings d'Hercule se crispèrent. Ce n'était pas la perte de gloire qui le blessait. C'était l'injustice. Lui qui avait respecté les règles et la parole donnée, voilà qu'il était puni à cause de la rancune des dieux. Hercule ferma les yeux un instant. Puis, il rouvrit son regard d'acier, braqué sur Zeus. Soit. Sa voix était calme, sans peur ni soumission. Zeus le fixa, un sourire imperceptible au coin des lèvres. Il voyait que son fils ne flanchait pas. Qu'il n'avait pas besoin d'une reconnaissance officielle pour être un véritable héros. Puis, dans un dernier grondement, la lumière divine disparut. Le ciel s'éclaircit, et le silence retomba sur la vallée. Hercule, seul, regarda l'horizon. Son exploit ne compterait pas dans ses travaux. Mais cela n'avait plus d'importance. Car ce qu'il avait accompli ce jour-là resterait gravé dans l'histoire. Et les dieux, eux, s'en souviendraient. Le soleil déclinait sur les Lydes, projetant des ombres longues sur les collines et les plaines désormais lavées de toute souillure. Mais si la terre était purifiée, l'injustice, elle, persistait. Hercule marchait d'un pas lourd, son regard fixé vers l'horizon, là où se dressait encore le palais d'Augias, trône d'un roi parjure et arrogant. Il n'était pas homme à oublier. Augias avait menti, trahi sa parole devant les dieux et son peuple. Il avait osé se jouer d'Hercule, pensant que la force seule pouvait être défaite par la ruse et la perfidie. Mais les héros ne sont pas seulement des guerriers. Ils sont aussi des stratèges, et des justiciers. Hercule s'arrêta sur une crête rocheuse et jeta un dernier regard à la cité royale. Il inspira profondément, laissa la colère se transformer en détermination. Puis, il parla, sa voix résonnant comme un serment gravé dans la pierre. Augias, tu m'as trahi. Mais je reviendrai. Et quand ce jour viendra, ce ne sera pas seul. Derrière lui, Philée se tenait en silence. Depuis leur exil commun, le jeune prince était resté digne, bien que son cœur fût lourd d'amertume. Il avait perdu sa terre, son titre, son foyer. Mais il n'avait pas perdu son honneur. Il s'approcha d'Hercule et déclara d'un ton ferme. Mon père croit que son pouvoir est éternel. Mais il a perdu son peuple aujourd'hui. Hercule posa une main sur l'épaule du jeune homme, lisant dans ses yeux la même flamme de vengeance contenue qui brûlait en lui. Nous allons nous préparer, Philée. Ton père pense que cette histoire est finie. Mais ce n'est que le début. La vengeance d'Hercule ne serait pas immédiate. Il ne reviendrait pas seul comme un simple guerrier cherchant à punir un roi corrompu. Non. Il reviendrait avec une armée. Une armée de justes et d'opprimés, de ceux que le règne d'Augias avait écrasés. Philée, lui, commencerait le travail dans l'ombre. Il irait de village en village, parlerait aux hommes las de l'injustice, aux guerriers prêts à se battre pour un roi plus digne. L'Élide était déjà une terre prête à se soulever. Il suffisait d'une étincelle. Et Hercule allait être cette étincelle. Alors que la nuit tombait, Hercule et Philée disparurent dans l'obscurité, quittant l'Élide pour un temps. Mais le destin d'Augias était scellé. Et un jour, Hercule reviendrait. Les tambours de guerre résonnaient à travers les plaines d'Élide. Le sol tremblait sous les pas de centaines de guerriers, avançant en rang serré sous les bannières levées au vent. Des cavaliers, des lanciers, des archers, des combattants venus de toutes les cités où Hercule avait laissé son empreinte, réunis sous son commandement. Et à leur tête,
monté sur un char imposant, drapé dans la peau du lion de Némée, se tenait Hercule. Il était de retour. Sur les remparts du palais, Augias regardait l'armée arriver. Ses mains tremblaient sur l'accoudoir de son trône. Il savait que ce jour viendrait. Mais il n'avait jamais cru que cela arriverait ainsi. Ses gardes se pressaient autour de lui, mais leur visage trahissait la peur. Le peuple d'Élide, jadis silencieux sous sa poigne de fer, acclamait désormais Hercule effilé. Les rues s'ouvraient devant eux, les portes de la cité furent brisées sans résistance. Il n'y eut ni siège prolongé, ni bataille sanglante. L'armée d'Hercule n'était pas là pour massacrer, mais pour rétablir la justice. Dans la grande salle du trône, Augias se tenait seul. Autour de lui, ses courtisans avaient fui, ses gardes s'étaient rendus. Et enfin, les portes s'ouvrirent dans un fracas assourdissant. Hercule avança lentement, suivi de Philée, désormais vêtu comme un prince guerrier. Le regard du héros se posa sur le roi déchu. Il n'y avait ni rage, ni vengeance dans ses yeux. Seulement la certitude qu'il était venu réclamer ce qui lui revenait de droit. Augias. La voix d'Hercule résonna dans le palais vide. Le roi, bien que tremblant, tenta de retrouver un semblant de dignité. Tu es revenu pour me tuer, demanda-t-il d'une voix brisée. Hercule secoua lentement la tête. Non. Il s'approcha, imposant, et déclara. Je ne suis pas un tyran comme toi. Je n'ai pas besoin de ton sang. Philée s'avança à son tour et planta son regard dans celui de son père. Mais ton règne est terminé. Tu as menti, trahi ton peuple et souillé ton honneur. Aujourd'hui, c'est la justice qui reprend son trône. Augias ouvrit la bouche, voulut protester, mais il n'avait plus personne pour l'écouter. Hercule leva une main. Voici mon jugement, tu vivras, mais tu vivras avec la honte d'avoir été vaincu. Puis, il ajouta, avec un sourire dur. Et tu me donneras, enfin, ce qui m'est dû. Le roi n'eut d'autre choix que d'acquiescer. Hercule prit enfin son paiement, et, sans un mot de plus, tourna les talons. Le peuple se rassemblait déjà devant le palais, attendant leur nouveau roi. Ce n'était pas Hercule qui monterait sur le trône. C'était Philée, fils d'Augias, celui qui avait osé défier l'injustice. Et lorsque Philée fut proclamé roi, le peuple acclama celui qui avait toujours été digne du pouvoir. Une fois sa mission accomplie, Hercule ne resta pas. Son destin n'était pas de gouverner une cité, mais de poursuivre sa quête, ses épreuves, sa légende. Alors, sans se retourner, il quitta Élide, laissant derrière lui un royaume en paix. Mais son nom, lui, ne serait jamais oublié. Le vent soufflait doucement sur les terres d'Élide, portant avec lui l'écho des chants et des acclamations du peuple. La tyrannie d'Augias était tombée, et la justice avait enfin triomphé. Mais Hercule, lui, ne célébrait pas. Debout sur une colline surplombant le palais, il observait les plaines baignées de lumière. Ce n'était pas la première fois qu'il remportait une victoire. Mais cette fois-ci, elle avait un goût différent. Il n'avait pas brandi sa massue. Il n'avait pas terrassé un monstre ni abattu un ennemi en combat singulier. Non. Il avait attendu. Il avait planifié. Il avait compris que la force seule ne suffisait pas toujours. Au fil de ses travaux, il avait combattu des créatures redoutables, dompté des bêtes féroces, affronté des dieux eux-mêmes. Mais ici, à Élide, son ennemi n'avait pas été un monstre légendaire. C'était un homme. Un roi qui usait de mensonges et de pouvoir, et que ni les poings ni la violence ne pouvaient faire tomber immédiatement. Il aurait pu revenir seul, écraser Augias, détruire son palais, faire couler son sang sur la terre. Mais il n'avait pas choisi cette voie. Il avait préparé sa revanche avec patience et intelligence. Et aujourd'hui, il comprenait pourquoi. Un pas léger derrière lui interrompit ses pensées. C'était Philée, désormais roi d'Élide.
Il s'arrêta à ses côtés et contempla à son tour la cité qui renaissait après des années de corruption. « Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi et pour mon peuple. » Hercule resta silencieux un moment, puis répondit d'un ton grave. « Tu ne me dois rien, Philée. C'est à toi, maintenant, de prouver que tu seras un roi meilleur que ton père. » Philée hocha lentement la tête. Il savait que le vrai combat ne faisait que commencer. Hercule, lui, détourna enfin le regard et fit quelques pas en arrière. Son travail ici était terminé. Mais les dieux lui réservaient encore d'autres épreuves. Et cette fois, il les aborderait différemment. Avec patience. Avec stratégie. Il n'était pas qu'un guerrier. Il devenait un véritable héros. Alors, sans un mot de plus, il reprit la route, vers son prochain défi. Mais cette fois, il marchait avec une sagesse nouvelle. Et voilà. Hercule a triomphé une fois de plus, non par la force brute, mais par l'ingéniosité. Les écuries d'Augias sont désormais propres, lavées par les eaux qu'il a su détourner. Mais chaque victoire a un prix, et même les dieux peuvent être piqués dans leur orgueil. Pendant que vous vous endormez paisiblement, souvenez-vous. Parfois, les plus grands défis se surmontent en pensant autrement, en osant ce que personne n'avait osé avant. Merci d'avoir voyagé avec nous ce soir. Faites de beaux rêves, et à bientôt, pour une nouvelle légende, chez nous.